Oui, merci beaucoup et merci à Jean de m'avoir invité. Ça me sort de mon travail assez aride puisque je m'occupe du portail de nouvelle génération à l'état-major de la marine. Et donc venir parler de conflictualité de Détroit, c'est une sorte de bouffée d'oxygène. Euh, alors moi aussi j'ai mes âges, j'ai le troisième âge donc de la dissuasion nucléaire, j'ai le cinquième âge du combat naval. Et donc l'idée c'est de vous parler un peu cet après-midi de la conflictualité, pour le coup au niveau opératif, voire même au niveau tactique, et de le raccrocher au Détroit. Euh, dans l'âge du cinquième âge du combat naval, qui est l'âge de la robotique, que j'ai théorisé dans un ouvrage paru l'année dernière avec François-Olivier Cormand. Et quand on observe l'actualité, on voit bien qu'on a matière à se dire que c'est pertinent. Il suffit de regarder les deux théâtres du moment, qui sont la mer Noire et la mer Rouge, où vous avez tous les ingrédients, à savoir des affrontements dans des franges littorales. Alors soit dans une mer fermée comme la mer Noire, soit dans un endroit beaucoup plus passant pour Babel Mandeb, comme Babel Mandeb, dans lesquels vous avez les acteurs qui ont recours en grande partie à la robotisation et qui s'affrontent pour des objectifs différents. Mais déjà, ça permet d'éclairer pas mal de problématiques autour des détroits de la conflictualité au cinquième âge du combat naval. Et puis ça c'est la réalité, puis vous avez l'hypothèse, puisque si on tourne les yeux un peu plus vers l'Est, là on se tourne vers Taïwan, et là aussi, dans les scénarios les plus commentés par les analystes, vous avez ce lien qu'on retrouve entre la conflictualité navale, la robotique, les détroits. Il y a plein de fictions. Il y en a une que j'ai lue il n'y a pas très longtemps qui s'appelle The White Sun War de Mike Ryan, que je vous conseille, et qui montre bien comment, à une échéance assez proche, en réalité, les Chinois arrivent à traverser Taïwan, traverser le détroit, prendre pied sur Taïwan, et s'y installer en grande partie grâce à la robotique, sur laquelle ils ont investi, en tout cas dans le roman, pendant plusieurs décennies. Euh, Cependant, je pense qu'il ne faut pas s'emballer, et quand on regarde un peu, c'est un peu ce que disait Thomas Gomard sur l'accélération, moi je ne vous parlerai pas d'accélération, ce que je vais commenter, il y a quand même pas mal de constantes, hein, et d'ailleurs je pense qu'avant de chercher les ruptures d'une manière générale, il faut toujours chercher ce qui ne change pas, et en grande partie, la conflictualité dans un détroit au XXIe siècle, je pense, ne changera pas les grandes constantes qu'on a pu observer dans l'histoire. La première grande constante, que je cite en introduction, et puis j'y reviendrai un peu plus loin, c'est le caractère stratégique des détroits. Ça, je pense que c'est une évidence que vous avez pu parcourir depuis hier. Évidence qui est liée au contrôle. Et donc, je reviendrai sur la dialectique entre contrôle et conquête, mais qui est vraiment très actuelle et pour le coup qui doit nous amener à réfléchir sur la valeur des détroits. Je vais citer Ernest Renan en 1885. Je ne sais pas si vous avez déjà cité celle-là pendant la conférence sur Suez. Non. Ernest Renan, qui répond à Ferdinand de Lesseps en 1885, dans son discours à l'Académie française. Je cite Renan. L'isthme coupé devient un détroit, c'est-à-dire un champ de bataille. Un seul Bosphore avait suffi jusqu'ici aux embarras du monde, vous en avez créé un second, bien plus important que l'autre, car il ne met pas seulement en communication deux parties de mer intérieure, il sert de couloir de communication à toutes les grandes mers du globe. En cas de guerre maritime, il serait le suprême intérêt, le point pour l'occupation duquel tout le monde lutterait de vitesse. Vous aurez ainsi marqué la place des grandes batailles de l'avenir. Ça, c'était en 1885. Donc ça vous montre bien que Renan avait plutôt vu assez juste. Ceci étant dit, mon objectif, c'est de vous montrer comment est-ce qu'au XXIe siècle, les équilibres de la guerre navale sont affectés ou pas à proximité des détroits. Je vous parlerai en première partie assez rapidement du cinquième âge du combat naval. Qu'est-ce que c'est, ces manifestations, et comment on peut le définir. Je vous parlerai ensuite de la conflictualité dans, pour et par les détroits au XXIe siècle, en me référant évidemment aux expériences ukrainiennes et puis de la mer Rouge. Et puis, je tirerai très rapidement quelques conséquences pour la marine nationale, et plus généralement pour les marines occidentales, et en m'exprimant évidemment à titre personnel. Alors, le cinquième âge du combat naval, c'est toujours intéressant d'avoir des modèles. Un statisticien disait que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Et quand on a découpé le combat naval, ces cinq âges se sont imposés à nous de manière assez naturelle. Une préhistoire dont je ne parle pas, que je ne compte pas, qui commence à l'âge des galères, et une histoire qui commence vraiment au XVIe siècle, avec donc l'ère de la voile. L'ère de la voile, donc l'âge de la voile, qui nous emmène jusqu'à la fin du 19e siècle à peu près, de dernière partie. Ensuite, un âge du canon, qui commence à la fin du 19e et qui nous amène à l'entre-deux-guerres. Un âge de l'avion qui est assez fugace, qui commence à l'entre-deux-guerres et qui finit dans les années 60, avec l'âge du missile qui arrive dans les années 60, notamment avec le premier engagement au missile entre les Égyptiens et les Israéliens dans les années 60. Un âge du missile dans lequel on est encore, et puis un âge de la robotique, ce cinquième âge, dans lequel on est. Alors évidemment, chaque âge ne disparaît pas
comme par magie, tout s'emboîte, mais ces points de repère sont intéressants parce que ça permet de voir sur chaque âge un totem technologique. Et d'ailleurs, vous remarquerez dans la marine, on prend des totems technologiques parce que ça correspond à l'identité du marin. Si vous demandez à un terrien de découper la conflictualité, il ne prendra pas les totems technologiques, il prendra plutôt des totems humains, des manières de faire la guerre. Le totem technologique, il ne résume pas la conflictualité lui-même, mais il vous dit globalement qu'est-ce qui tire la conflictualité sur mer. Et donc à chaque âge, c'est l'objet que j'ai cité qui symbolise ça. Et quand on rentre dans l'âge de la robotique, eh ben, c'est la capacité à mettre en œuvre des robots, que ce soit pour éclairer, pour voir, que ce soit pour frapper, ou que ce soit pour diriger, pour commander. C'est cette capacité-là, en fait, qui va tirer toute la tactique que vous avez derrière. Là où il y a quelques siècles, c'était la voile, la capacité à se mettre au bon endroit par rapport au vent et à manœuvrer, qui tirait en réalité toute la tactique. Voilà. Alors, là-dessus aussi, j'attire l'attention. Attention au piège de l'arme nouvelle. Ça, c'est un grand classique qu'on explore aussi dans notre ouvrage. C'est cette tendance à se dire, tiens, ça, c'est l'arme qui change tout. Évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. Ce qui marche vraiment, c'est ce qu'on appelle la liaison des armes, qui a été théorisée par l'amiral Castex, et qui vous montre qu'en gros, c'est plutôt les mariages qui font qu'on arrive à prendre un ascendant. Mais on a quand même choisi des totems et qui correspondent aux amers dont j'ai parlé. Le 5e âge du combat naval, quand on essaye de le caractériser, on peut retenir quatre objets qui montrent bien qu'on rentre dedans. Le premier objet, c'est les drones. Alors les drones, évidemment, ça ne date pas d'hier, c'est assez ancien, ça date en fait de l'après-guerre concrètement, les drones, on pourrait même remonter à beaucoup plus loin. Mais globalement, c'est cette prolifération des drones dans tous les milieux, sous l'eau, sur l'eau, dans les airs, qu'ils soient d'ailleurs pilotés à distance ou autonomes, qui caractérisent cet âge, avec des doctrines d'emploi qui ne vont faire qu'évoluer. Il suffit de voir ce qui se passe dans la conflictualité. C'est comme les avions, en fait, il y a un siècle. Au début, reconnaissance, ensuite frappe, et puis aujourd'hui, on en fait des avions multirôles. Les drones, c'est pareil. On en est au tout début, là. On essaie de faire des choses de manière un peu juxtaposée, chaque drone étant indépendant, et puis ensuite agissant en réseau dans lequel il apporte sa plus-value, mais la doctrine ne va faire qu'évoluer. Donc le drone. La couche ensuite utile, c'est l'intelligence artificielle. Donc là aussi, Thomas Gomard l'a dit, là-dedans on met un peu beaucoup de choses, mais à la fois le côté ancien, algorithmique, qui existe déjà depuis longtemps, mais qui se déploie, parce qu'aujourd'hui on a accès à une masse de données qui permet de rentabiliser des algorithmes qui hier étaient un petit peu en manque de données, qui aujourd'hui en fait explosent parce que les données sont là. Et puis l'IA au contraire générative, machine learning, qui là pour le coup permet d'aller chercher des champs un peu nouveaux. Troisième caractéristique de cet âge, enfin objet qui caractérise cet âge, ce sont tous les effecteurs déportés, c'est-à-dire cette tendance à découpler le lieu de la décision et le lieu de l'action. Ce qui en mer est en fait assez nouveau. On a souvent décidé, là on mettait en œuvre la violence. Là, de plus en plus, on va décider, au niveau tactique j'entends, loin de là où on met en œuvre la violence. Et ça, c'est permis par les effecteurs déportés, que ce soit les drones utilisés par les Houthis par exemple, ou que ce soit les Loyang Wingmen, donc ces aéronefs qui vont demain accompagner nos avions de combat. Vous avez sans doute vu que d'ailleurs Dassault avait obtenu un contrat là, pour lancer le futur compagnon de vol du Rafale Standard F5. Voilà, donc ça globalement, ça nomme plus généralement le combat collaboratif, qui est un grand marquant du 5e âge du combat naval. Et puis le 4e marquant technique, c'est les réseaux. Donc c'est toutes les artères dans lesquelles circulent toutes les données nécessaires au combat, enfin à relier ces acteurs du combat naval et à les rendre opérants de manière collaborative, et non pas à sommer leurs efficacités, mais à les multiplier, et c'est ça qui aujourd'hui caractérise ce 5e âge. Vous remarquerez que les capital ships aujourd'hui sont toujours des ships. Maintenant, est-ce que le centre de gravité est toujours dans le capital ship? Ça, c'est une autre question sur laquelle on pourra revenir et qui se pose avec le 5e âge du combat naval. 3 observations sur cet âge. Quand on essaie là encore un peu de le caractériser, il est caractérisé par le fait qu'il y a beaucoup d'applications qui se sont développées en fait pendant tous les âges d'avant, notamment l'âge du missile, mais qui ne trouvaient pas de point d'atterrissage en fait dans la conflictualité navale. Au 5e âge du combat naval, toutes ces applications qui se sont développées, essentiellement tirées par le domaine civil en réalité, trouvent désormais des points d'application. Voilà. Donc toute l'architecture de votre smartphone, vous la retrouvez aujourd'hui sur un bateau, avec une couche infra, une couche soft, une couche d'application, et aujourd'hui, en fait, on fait la guerre comme ça. Sauf que, jusqu'à il y a peu de temps, on n'arrivait pas à calquer ça. Ce qui faisait d'ailleurs dire à un amiral américain que la marine américaine, et c'est valable aussi pour la marine française, elle n'avait pas un problème d'innovation, elle avait juste un problème d'adoption de l'innovation. C'est-à-dire que beaucoup de choses nouvelles qu'on n'arrivait pas à calquer. Aujourd'hui, on arrive à les mettre sur nos bateaux, à les mettre de nos manières de faire, et c'est ça qui fait que tout d'un coup, les usages se transforment. Deuxième remarque, c'est que les grands déterminants, les grandes constantes de la guerre navale,
telles qu'on les décrit dans notre ouvrage, pour le coup, elles n'ont pas changé. C'est pour ça qu'on les a appelées des constantes, c'est-à-dire toutes celles qui découlent de la nature du milieu fluide, milieu lisse, milieu immense, milieu en 3 dimensions. Tout ça, on le retrouve au 5e âge, et ça fait que le côté à la fois rapide, destructeur, décisif du combat naval, l'avantage à l'offensive, le côté décisif de l'engagement promis, tout ça n'a pas changé. Donc ça reste des grandes constantes. En revanche, et c'est la 3e observation conclusive sur le 5e âge du combat naval, vous avez une instabilité croissante qui s'est installée. Et ça, c'est vraiment fascinant. Quand vous observez toute la conflictualité dans laquelle on rentre, c'est que c'était déjà un peu vrai avant. Une petite chose pour vous faire pencher la balance. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai, et ça dépasse en fait le seul horizon du combat naval. C'est-à-dire que vous avez à la fois 2 choses. Un effet falaise technologique qui est extrêmement fort. L'effet falaise, ça veut dire que tout d'un coup tout marche, et tout d'un coup rien ne marche. Voilà. L'effet falaise, c'est ça, c'est-à-dire que vous perdez, parce qu'un rouage s'est grippé, parce qu'un grain de sable s'est mis quelque part, vous perdez votre efficacité en fait militaire en très peu de temps. Là où avant c'était beaucoup plus linéaire. Voilà. Donc ça c'est lié au côté extrêmement technologique de ce qu'on fait. Vous devez remplir un nombre de conditions assez phénoménales pour que tout fonctionne, notamment pour vous défendre. Historiquement, en mer, se défendre, ça a toujours été extrêmement exigeant. Et quand ça se dérègle, tout d'un coup, votre efficacité est quasiment nulle face à des menaces de plus en plus fortes. Et le deuxième effet que vous avez, c'est l'effet papillon, qu'on observe dans un contexte qu'on a choisi de nommer dans les armées françaises le N2MC, le fameux multimilieu multichamp, qui traduit cette fusion entre les domaines terre-air-mer que vous connaissez, les grands fonds marins, l'espace, le champ informationnel et le champ électromagnétique. Bon, cette fusion, là où avant on a fait une juxtaposition, fait que vous avez un effet papillon qui fait qu'une petite chose, un petit équilibre modifié dans un domaine, tout d'un coup peut avoir de grandes répercussions dans le domaine d'à côté, et notamment dans le domaine de la guerre navale. Et donc cette instabilité-là, aujourd'hui, en opération, en exercice, on y est largement confronté. Et je pourrais vous revenir là-dessus si vous avez des questions. Je reste assez général pour l'instant dans mon propos, compte tenu du temps qui m'est imparti. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un peu un aperçu sur le 5e âge du combat naval. Je vais venir maintenant sur la conflictualité près des détroits, ou dans les détroits, ou pour les détroits, en vous parlant des constantes, de mon point de vue, j'en ai retenu 3, et puis des inflexions qui sont sans doute les plus caractéristiques. Alors, les constantes, la première, j'en ai déjà parlé un peu en introduction, c'est la valeur stratégique du détroit. Ça, il faut toujours y revenir au niveau stratégique. Le détroit, il a 2 manières d'être vu, je pense, dans la conflictualité. Il y a un axe fait, donc c'est ce que j'appelle une vision longitudinale du détroit, qui est une vision, le détroit me permet d'accéder à quelque chose, soit pour faire passer de la richesse, soit pour projeter de la puissance, et ça c'est l'ADN de l'Occident, quasiment depuis l'Empire romain, ça n'a pas beaucoup changé. Et donc là, vous êtes dans la question existentielle du marin occidental qui est par où je vais passer. Là aussi, je pourrais faire une conférence là-dessus sur la question existentielle par milieu. La question existentielle du marin, c'est par où je passe. C'est toujours comme ça. Et ça revient toujours à ça quand on commence une opération. Ça n'a pas changé. Et donc là, vous êtes dans une approche longitudinale du détroit, vous abordez les choses par ce qu'on appelle des lignes d'opération extérieures. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais mon livre détaille tout ça. Et puis vous avez une autre vision stratégique du détroit, c'est ce que j'appelle l'axe contrôle pour le coup, qui est une vision beaucoup plus terrestre, beaucoup plus transversale du détroit et non pas longitudinale, où là, le détroit permet d'exercer une pression, une coupure sur les artères maritimes, et donc là, c'est l'action du perturbateur terrestre qui va chercher à conquérir une, voire 2 parties du détroit. Et c'est typiquement ce que font les Houthis aujourd'hui, avec des lignes d'opération qui sont plus extérieures, mais cette fois-ci intérieures, pour aller projeter leur puissance sur les artères. Alors, donc ça, cette valeur stratégique, elle n'a pas changé, mais il faut toujours qu'on la réinterroge, et j'y reviendrai quand je parlerai des enjeux pour la marine nationale. Deuxième grande constante, c'est l'influence de la masse terrestre sur l'action navale. Ça, on le voit, et ça joue à plein dans la conflictualité actuelle. Pourquoi ? Parce que vous avez les équilibres, et ça restera au XXIe siècle, les équilibres qui caractérisent la guerre navale, qui découlent notamment du milieu dont j'ai parlé avant. En fait, ils sont altérés quand vous approchez près de la masse terrestre. Ils sont altérés pour 2 grandes raisons. La première, c'est la tyrannie de la géographie, qui fait que toute la liberté que vous aviez dans la 2e dimension, voire dans les 3 dimensions, tout d'un coup, elle devient contrainte. Elle devient contrainte par le fait que la Terre, la bathymétrie, vous dicte sa loi. Et ça, dans le combat naval qui justement exploite un côté un peu isotrope et un côté je vais dans toutes les directions facilement, ça altère tout. Notamment, ça altère pas mal de propriétés offensives du milieu. Et la deuxième raison, c'est que près des côtes, en fait, c'est le siège du fouillis. Le fouillis, c'est cette espèce de
de bruit de fond que vous avez dans le champ électromagnétique, dans le champ tout simplement de la densité des mobiles sur l'eau, dans le champ de l'activité humaine en général. Et c'est ce bruit de fond-là qui fait que tout d'un coup, la guerre navale n'est plus pareille. Et ça c'est une constante qui est valable dans la bataille du Golfe de Leyte en octobre 1944, qui est une affaire de Détroit, hein, pour ceux qui connaissent un peu cette bataille. Ces deux effets-là, je suis contraint dans ma manœuvre et le fouillis me handicape, ça joue à plein. Et vous le retrouvez 80 ans plus tard, quand la marine s'entraîne à faire des exercices Polaris au large en Méditerranée occidentale, entre les détroits de Bonifacio, les îles Baléares et les îles et la Sardaigne, et ben en fait tout ça, ça joue encore à plein. Ça implique pour les forces navales qui opèrent ce que je viens de décrire, une difficulté à comprendre et surtout un manque de préavis. Hein. Donc la défense, je vous l'ai dit, elle est déjà très chère quand on est en haute mer. Près des côtes, elle est extrêmement chère. Pour s'en convaincre, il suffit de voir les photos aujourd'hui en Bab el-Mandeb des remorqueurs qui vont déséchouer le Soumion qui s'est planté il y a quelques semaines. Vous avez 2 petits remorqueurs tout petits qui sont escortés par 5 frégates. Voilà. Donc, c'est pour vous donner le coût de la défense près des côtes. Et ça, c'est typiquement emblématique de ça. Et puis, pour ceux qui sont basés à terre, en revanche, vous avez un avantage, c'est le côté retour de l'avantage clausewitzien de la défense. Hein. Vous savez, ceux qui ont lu Clausewitz, vous savez que sur Terre, pour le coup, la défense est plus forte que l'offensive, ce qui n'est pas vrai en mer. Et ben, quand on approche de la Terre, on retrouve ça. Le fameux adage de Nelson, "Ship is a fool to fight a fort", ça n'a pas changé. Et vous le retrouvez là. Alors, Nelson, Gallipoli, Bab el-Mandeb aujourd'hui avec les Houthis. Et puis c'est pareil, quand vous regardez les Ukrainiens et les Russes, en fait, ils butent chacun sur le fort de l'autre. Ce qui est intéressant à observer, c'est Kingburn. Je ne sais pas si vous voyez cette petite péninsule là, qui est au nord de la Crimée et qui ferme en fait l'accès au Dniepr. Bon, bah, aujourd'hui, les Ukrainiens, ils n'ont qu'une envie, c'est d'arriver à prendre Kingburn. Ils perdent des gens, ils font beaucoup d'assauts sur Kingburn, ils n'y arrivent pas, mais parce que en fait, c'est ça qui va leur déverrouiller l'accès au Dniepr, et ce qui fait que les Russes là sont bien assis et ne bougent pas. Parce que pour le coup, c'est l'avantage terrestre qui joue à plein. Donc ça, pour un bateau, c'est quelque chose qui est très contraignant. Autre constante qu'on peut voir là-dedans, dans l'influence de la Terre sur la mer, c'est que du coup, vous avez là-dedans en fait une contrainte et une opportunité qui est pour tout le monde. C'est-à-dire que ce que j'ai décrit, en fait, joue des deux côtés. Vous avez d'un côté des forces navales qui vont avoir du mal à opérer, mais d'un autre côté, le fouillis joue aussi dans l'autre sens, et vous allez pouvoir avoir des options de leurrage, des options de surprise que vous pouvez faire jouer. J'y reviendrai à la fin. Et pareil, quand vous mettez en œuvre des systèmes depuis la Terre, en réalité, vous vous rendez compte que le fouillis aussi vous handicape. Et puis, les sous-marins, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, certes sont handicapés quand ils vont manœuvrer près de petits fonds dans des environnements type de Détroit, mais en même temps, c'est beaucoup plus difficile de les détecter. Donc vous voyez bien que ces côtés, en fait, j'opère dans le fouillis et dans une zone contrainte, je joue des deux côtés. Et dernière constante, c'est le fait que les détroits, ça restera à mon avis vrai pendant encore pas mal de temps, sont des zones grises par excellence, où cohabitent beaucoup d'acteurs. Alors je parlerai après du nivellement technologique, mais ce qui est vrai historiquement, c'est que vous avez énormément d'acteurs sur les 4 sommets du carré maritime, qui sont le militaire, le pêcheur, le marchand et le scientifique. Là, dans les détroits, ils sont tous là, et ils sont tous là avec aussi leur volet subversif que vous retrouvez. Et aujourd'hui, vous observez Bab el-Mandeb, vous retrouvez le volet subversif de tous ces gens-là, notamment les marchands et les pêcheurs, qui en fait participent indirectement à la conflictualité, voire même parfois directement, et ça c'est quelque chose qui restera vrai. J'en viens aux inflexions, quand on regarde un petit peu tout ça, vous avez tout d'abord le nivellement technologique. Donc ça c'est fondamental près des détroits. Pourquoi ? Parce que ça permet à beaucoup plus d'acteurs en fait, d'accéder à un niveau de perturbation qu'ils n'avaient pas avant. Historiquement, vous avez un espèce d'effet de sélection qui fait que pour agir en mer, même près des côtes, vous avez quand même besoin d'avoir un certain niveau technologique. Aujourd'hui, ce niveau, il est à la portée de beaucoup de gens. Les Houthis en sont un symbole, mais en fait, pour moi, le plus beau symbole de ça, en fait, c'est la marine ukrainienne qui n'existe pas, et qui en réalité taille des cropières à la marine russe. Donc, c'est-à-dire que vous avez une marine ukrainienne qui est décimée quasiment dans les premiers jours du conflit, et en fait les services renseignements ukrainiens, qui sont la nouvelle marine ukrainienne d'une certaine manière, grâce au nivellement technologique, arrivent à aller porter des coups, alors décisifs je sais pas, mais en tout cas très embêtants, à la flotte de la mer Noire, justement grâce à ce nivellement technologique, qu'il s'agisse de voir, et ça c'est lié à la fusion des milieux d'échange dont j'ai parlé, avec une transparence qui est accessible à tout le monde, ou en tout cas à une grande partie,
ou qu'il s'agisse de frapper. Il suffit de voir notamment l'effet des multiplicateurs des drones ukrainiens. Vous avez également une autre inflexion qui est le foisonnement des acteurs. Alors je vous ai dit qu'avant, dans le D3, vous aviez beaucoup de monde. Mais là, vous avez un foisonnement d'acteurs qui ont une capacité à agir en mer. Là où avant, beaucoup de gens ne faisaient que passer. Alors ça crée un bruit de fond, certes, mais sans trop d'incidence sur vous. Aujourd'hui, la plupart des acteurs peuvent agir en mer, et donc c'est exacerbé à proximité d'un détroit. Et c'est encore plus préoccupant que ces acteurs-là ont une rationalité qui est parfois altérée. Là, on en vient à une caractéristique de l'âge de la robotique, qui n'est pas liée au détroit, mais que je mentionne ici, qui est la rationalité altérée des acteurs, qui est liée à l'émergence justement de l'autonomie décisionnelle, et donc des drones, de toute la robotique, qui fait que vous croisez en mer, et on croisera de plus en plus demain en mer, des objets qui font leur business tout seuls, avec une rationalité qui n'est pas celle des hommes. Et donc ça, comprendre ça, quand vous êtes sur l'eau, dans un environnement qui est déjà assez compliqué, quand en plus, en face de vous, vous avez des gens ou des objets qui ne se comportent pas comme le ferait un être humain, c'est générateur d'une grande instabilité. Et ça, dans les détroits, où vous avez un foisonnement d'acteurs qui n'ont pas forcément une rationalité partagée, ça peut devenir problématique. D'ailleurs, ici, on peut s'attarder, je m'attarde très brièvement sur un paradoxe qui est valable des deux côtés. C'est que vous avez, à l'âge de la robotique, d'un côté de plus en plus de moyens de surveillance, et puis en même temps, vous avez quand même l'impression que le leurrage a regagné en importance. C'est un paradoxe apparent. Pourquoi ? Parce que certes, vous avez une moisson d'informations qui est aujourd'hui extrêmement facile, notamment parce que vous avez accès au champ spatial, au champ électromagnétique de manière assez démocratisée, et puis vous avez une numérisation des acteurs qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens en fait, peuvent être suivis, notamment la plupart des bateaux. Mais en même temps, quand vous drainez énormément d'informations, dans un monde très numérisé, en fait, vous êtes non seulement en difficulté pour trier l'information, et puis vous êtes aussi en difficulté pour trier le vrai du moins vrai. Et donc, quand vous regardez les frappes-outils, notamment, les frappes-outils entre fin 23 et juin 24, sur plus d'une centaine de frappes, 110 frappes, je crois que c'est moins de 20% qui ont réussi. Alors, c'est lié au fait qu'ils sont un peu loin, évidemment, mais c'est lié aussi au fait qu'ils ont une appréciation en fait, assez erronée de la situation. Ils voient la situation essentiellement par le prisme de l'AIS, donc, qui sont ces balises données par les bateaux, dont des études ont montré que la plupart étaient souvent en fait, faux. Ils recoupent ça avec des informations parcellaires de drones qui volent avec un effet paille. Et en fait, on a l'impression que les outils ont une vision un peu omnisciente et persistante sur le détroit de Babel-Mandeb. C'est pas vrai du tout, en réalité. Ils tâtonnent en grande partie. Ils tâtonnent et ils sont eux aussi très sujets au leurrage. Et donc ça, c'est un levier qu'on peut exploiter. J'arrive en conclusion. Dernier point sur les inflexions. Moi, je pense que dans la guerre près des côtes, il va y avoir un regain à faire peser une menace accrue. Alors, dans les deux sens. De la terre vers la mer, ça, j'en ai parlé, c'est assez intuitif. C'est lié au nivellement dont j'ai parlé. Et puis, c'est lié aussi à la vulnérabilité de certaines cibles. Mais dans l'autre sens aussi. Notamment par le champ informationnel. C'est-à-dire que hier, la guerre des côtes, donc c'est-à-dire cette capacité à aller faire peser une menace de la mer vers la terre, elle fonctionnait quand la canonnière était au ras des flots, au ras des côtes, et qu'elle était au vu de tout le monde. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça. Vous pouvez faire peser une menace venant de la mer assez facilement, voire même sans être là. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel on ne réfléchit pas assez, côté occidental, je pense, qui consiste à dire que ma présence en mer, ostentatoire, elle peut être assez facilement démultipliée dans le champ informationnel et donc faire peser une menace accrue avec des moyens limités. Ce que font certaines nations, ce qu'on ne fait pas assez, et je pense qu'on doit faire ça plus, et ça c'est une caractéristique à mon avis de la guerre demain près des côtes et notamment dans le détroit. J'ai quelques exemples, je pourrais y revenir dans les questions dans le détroit, dans le canal de Syrie notamment. Voilà, sur les inflexions, j'en ai d'autres, mais je vais passer assez vite. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Oui, une avant-dernière, revanche quantité-qualité, ça aussi c'est très caractéristique du 5e âge. La quantité, elle est accessible parce que les choses sont moins chères à produire, sous l'effet de la miniaturisation, parce que vous avez besoin de moins en moins d'humains pour mettre en œuvre les choses, donc en fait, votre coût majeur qui est l'ARH globalement diminue. Vous en avez moins besoin, et puis surtout, il est maintenant possible de coordonner la quantité. Et donc, ce qui fait que vous avez non plus une addition, mais une multiplication. Et donc ça redonne, quand on regarde cette affaire-là, on parle beaucoup de masse, ce genre de choses, mais en fait, fondamentalement, qu'est-ce que ça change, la quantité ?
c'est un amortisseur tactique. C'est ce qu'on montre dans notre livre. C'est-à-dire que la quantité, elle vous permet d'encaisser un paquet d'erreurs. Et en fait, c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que là où quand vous avez peu de quantité, vous devez être bon du premier coup parfaitement, et donc vous devez engager effectivement en premier une linéaire décisive. Ça, c'est l'équation des marines occidentales. En face, quand vous avez de la masse qui est liée à la quantité, même un peu limitée, en fait, vous pouvez encaisser les erreurs. Vous pouvez user l'autre, et vous pouvez surtout encaisser les erreurs. Voilà. C'est ça qui, à mon avis, bouleverse un peu l'équation de la conflictualité. Voilà. Et puis après, il y a les affaires de valeur tactique du réseau dont j'ai déjà un peu parlé, qui fait qu'on a encore des capital ships, mais en fait, les centres de gravité ne sont plus forcément sur les bateaux, ils sont plutôt sur les nœuds de réseau auxquels vous êtes confrontés. Et je vous renvoie à un bon article de certains de mes camarades pour le prix Castex en début d'année sur justement la valeur du réseau dans le combat. Je termine sur 3 points sur ce que doivent retirer, à mon sens, les marines occidentales et la marine nationale. Premier point, c'est de développer une réflexion sur les accès. Donc ça a été un thème qui a été lancé par l'amiral Vaugeot quand il a pris ses fonctions il y a 1 an. Et je pense que c'est vraiment important, parce que nos accès, on voit bien, ne sont pas éternels, peuvent être brutalement remis en cause. Ce qui a profondément marqué l'amiral Vaugeot, c'était quand il était sous-chef Ops juste avant, c'était la crise sagittaire, au Soudan, où il a fallu aller chercher des gens, les sortir, et en fait, toutes les portes se fermaient une par une. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à garantir des accès de manière un peu pérenne, qu'on arrivera à maintenir ouvert le plus longtemps possible, y compris quand la situation se dégrade. Et ça, pour les marins, cette réflexion-là, il faut la mener parce qu'il y a des choses qui nous paraissent naturelles, comme de respirer. Et en fait, quand l'accès se referme, cette question existentielle par où vais-je passer, dont j'ai parlé en introduction, c'est celle-là, en fait, qui va nous poser un vrai problème. Autre point, c'est exploiter l'avantage comparatif de la mobilité et de la profondeur. Donc ça aussi, dans un monde où on pense que la persistance de la surveillance est très forte, où on pense que finalement tout est facilement suivi depuis l'espace, où la mobilité n'est plus un avantage comparatif, bon, évidemment tout ça doit être largement nuancé. Alors d'une part parce que tout est relatif, et qu'il suffit que les salles de l'ennemi tombent à quelques mètres très courts et en fait ça marche très bien. Cette mobilité, on la voit bellement d'elle. Aujourd'hui, le fait d'être mobile sur l'eau, c'est un vrai challenge pour les outils, qui n'arrivent pas à mettre au but la plupart de leurs engins. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Un peu de mobilité peut renverser la vapeur. Pareil, en mer Noire, la plupart des cibles qui ont été touchées par les Ukrainiens, c'est soit des cibles à quai, soit des cibles au mouillage, soit des cibles très passives qui se défendaient assez peu. Dès l'instant que ça commence à manœuvrer, le taux de réussite des attaques ukrainiennes, et ça c'est assez bien documenté, chute drastiquement. Deuxième atout, c'est la profondeur. Quand vous êtes en difficulté près des côtes, vous vous éloignez. Il y a un effet de sélection naturelle qui va se faire par la météo, par l'enjeu technologique pour aller chercher la haute mer. Et c'est là que les outils hauturiers des marines occidentales, notamment les groupes aéronavals, jouent à plein. Regardez la mer Rouge, ce que font les Américains en se mettant milieu mer Rouge, là, au niveau de Jeddah. Ils vont frapper ensuite au Yémen. Ils sont loin entre guillemets, des emmerdements donc du perturbateur outil, et en même temps ils arrivent à imposer, alors peut-être pas leur volonté, mais en tout cas à taper sans préavis un peu où ils veulent. Et donc ça, ils sont pourtant en mer Rouge, qui n'est pas une grande mer, mais c'est cette profondeur qu'ils exploitent. Et puis dernier point, c'est ne pas subir le nivellement technologique. Ce serait un peu long, donc je ne vais pas détailler, mais quand vous regardez l'Ukraine, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'une affaire de nivellement en permanence. Vous avez A qui développe quelque chose, B qui contre, puis A' qui contre, B' qui contre, ainsi de suite. Il n'y a pas de game changer, il n'y a jamais d'arme qui vous permette de remporter le match. Vous avez des gens qui s'adaptent avec des cycles qui varient entre 2 semaines et 1 mois, et qui en permanence vont contrer l'autre. On doit faire la même chose. Nos bateaux de la Marine nationale, modestement en mer Rouge, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par tirer les asters parce que c'est ce qu'ils savaient faire et c'est ce qu'ils pouvaient faire de manière non soutenable. Quelques mois plus tard, on s'est largement réinventé, que ce soit pour veiller, pour frapper ou pour commander, ou pour agir en interarmée, pour justement continuer à produire des effets, sans subir le nivellement technologique des autres. Alors évidemment, tout ça c'est du temps long. Les programmes montrent qu'on peut parfois s'adapter plus vite, mais le nivellement technologique, il ne faut pas le subir. Voilà, et donc le mot de la fin, ce sera pour vous dire que ce que je retire de tout ça, c'est qu'il faut nous préparer à être surpris au XXIe siècle, parce que instabilité, notamment, et donc le fait de savoir qu'on sera surpris, c'est déjà un premier pas vers la victoire. J'en ai terminé. Merci beaucoup.